Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel Elysium. Je suis Anthony Pamard, ingénieur d'études et architecte au laboratoire MAP Gamso à Marseille, et je suis en charge de l'analyse, du traitement et de la collecte des informations 3D. Ce tutoriel est le premier d'une série consacrée à la photogrammétrie et plus particulièrement consacrée à la pratique de la photogrammétrie dans un cadre patrimonial. Cette présentation a donc pour objectif de dresser une sorte de tableau théorique concernant la photogrammétrie. Nous allons donc voir un petit rappel historique, nous allons discuter des principes et de toute la théorie qui est en fait sous-jacente à la pratique photogrammétrique. Nous allons ensuite voir les différentes étapes de la photogrammétrie, puisqu'en fait qu'il s'agisse d'une solution logicielle ou d'une autre, quoi qu'il en soit, on devra passer par ces étapes, donc il est primordial de bien comprendre ces étapes pour être sûr de bien savoir ce qu'on fait quand on pratique la photogrammétrie. Nous allons ensuite un petit peu discuter de l'acquisition de données, donc savoir quel matériel on doit utiliser, quels sont les types de protocoles d'acquisition. Malgré un essor finalement très récent de la photogrammétrie et de ses usages pour le patrimoine, en fait c'est une technique qui existe depuis plus de 150 ans. La photogrammétrie en fait n'est une combinaison ou de la rencontre de deux sciences et disciplines, d'une part la géométrie perspective et la photographie. On s'aperçoit que très rapidement, juste après en fait la création de la photographie, il y a un premier usage de la photographie, de la photogrammétrie. En fait, dès 1850, Aimé Loceda crée la métrophotographie, qui est un premier usage, qui est un usage militaire, dont l'objectif était en fait de retirer, d'extraire de la mesure à partir de photographies. Très rapidement, on a l'utilisation pour la première fois du terme photogrammétrie par l'allemand Albrecht Meydenbauer. Par la suite, la photogrammétrie va en quelque sorte se complexifier et une première phase historique va concerner ce qu'on appelle la stéréophotogrammétrie terrestre, avec de nombreuses machines avec des noms un peu compliqués. C'est le stéréocomparateur de Poulrich, le stéréotographe, le stéréotopographe. Il faut juste comprendre qu'à cette période, la photogrammétrie se fait par le biais de machines plus ou moins complexes et en faisant appel à des opérateurs qui sont en fait des experts dans le domaine. Dès 1920, avec l'émergence des sciences de l'aviation, la photogrammétrie va passer du domaine terrestre au domaine aérien. On peut par exemple noter l'utilisation des ballons aériens de Nadar. À partir de 1940, la photogrammétrie va connaître une autre période, la période dite analogique, où les machines vont encore une nouvelle fois se complexifier et les procédés vont avoir tendance à se rationaliser. On s'aperçoit cependant que les machines sont ultra complexes et on peut aussi les relier à des dispositifs qui sont en train d'émerger, comme les micro-ordinateurs ou alors certains plotteurs. C'est pour ça qu'à partir de 1975, il y a une autre période de la photogrammétrie qui s'appelle la photogrammétrie analytique. On peut noter qu'à cette période-là, en 1984, un article de Ackermann effectue la première corrélation d'images numériques. C'est ensuite l'époque de l'informatique et de la digitalisation, et donc du coup le processus photogrammétrique va aussi, au fur et à mesure du temps, se digitaliser. Donc on a une première approche avec ce qu'on appelle les photogrammetric workstations, c'est-à-dire exactement le même dispositif que l'on avait auparavant, mais cette fois-ci tout est informatisé. Donc on a un ordinateur, on a des écrans, et le tout passe par une digitalisation du processus. Une deuxième étape qui concernait la photomodélisation, qui était en fait un processus hybride, où on avait encore besoin d'un opérateur qui devait sélectionner des points et qui ensuite reconstruisait le modèle directement à partir des vues qui étaient orientées. Et puis, il y a une troisième étape qui est celle qu'on connaît maintenant, c'est la photogrammétrie entièrement automatique par corrélation multistéréoscopique dense. La photogrammétrie est donc une technique de relevé qui est très utilisée récemment, mais comme nous venons de le voir, qui existe en fait depuis longtemps. Il suffit en fait de savoir la replacer dans un contexte actuel. Et on a ce petit diagramme ici qui nous permet de voir comment placer la photogrammétrie. Donc tout dépend en fait de l'échelle du relevé. En fonction de la taille du relevé, de la complexité du relevé, on va voir que la photogrammétrie s'installe dans une certaine partie. Donc c'est-à-dire on va avoir du mal à numériser de très très grands ensembles et en même temps on va aussi avoir du mal à numériser de très petites choses. Pour autant, on va obtenir une densité de points qui est intéressante et la photogrammétrie va pouvoir s'adapter à des objets qui sont quand même assez complexes.
Étymologiquement, la photogrammétrie veut dire lumière, ligne et mesure. Il s'agit donc d'une technique qui permet d'extraire des mesures à partir de lignes de lumière. On pourrait faire l'analogie, et en fait elle est tout à fait juste, avec le système de vision binoculaire. C'est-à-dire nous voyons avec nos deux yeux, et c'est grâce à nos deux yeux que nous sommes capables d'estimer la profondeur. On voit ici sur ces schémas la corrélation que l'on peut faire, en tout cas l'analogie, entre le schéma qui nous permet de voir le schéma qui représente la vision humaine et le schéma en dessous qui représente le b.a.-ba d'une acquisition photogrammétrique. Donc avec le placement d'une caméra à droite et à gauche, un plan focal et puis l'intersection d'un point. C'est le principe de la photogrammétrie et c'est exactement la même chose qu'il se passe au niveau de notre vision. Une petite chose à ajouter sur la photogrammétrie, contrairement à d'autres techniques, il s'agit d'une technique dite de mesure indirecte, notamment parce qu'on utilise un capteur dit passif, contrairement à un laser qui utilise un capteur actif, et c'est une technique non destructrice, raison pour laquelle elle est fortement plébiscitée dans le domaine du patrimoine. La photogrammétrie concerne donc la spatialisation de points de vue en deux dimensions. Pour faire cela, nous avons besoin donc d'un modèle géométrique de caméra. Le modèle géométrique de caméra, c'est celui que vous voyez sur l'image. On le représente de manière conventionnelle par une pyramide. Donc sur cette pyramide, nous avons un point qui représente le centre de projection et ensuite l'image. Pour la photogrammétrie, on fait une hypothèse que nous travaillons avec une caméra sténopée. Donc une caméra sténopée, c'est une caméra qui utilise un système de projection perspective. L'idée est donc de détecter ce que l'on appelle un point d'intérêt et ensuite, en appliquant cette perspective centrale, de tracer un rayon. Une fois ce rayon tracé, on fait une nouvelle hypothèse, l'hypothèse que l'on peut travailler avec une projection linéaire. Et donc, si l'on est capable de reconnaître le point d'intérêt, le même sur la photo 1 et sur la photo 2, il suffit donc de tracer le deuxième rayon pour trouver l'intersection au point P. Évidemment, travailler sur un seul point d'intérêt n'est pas suffisant pour arriver à spatialiser les points en trois dimensions. On va donc utiliser les principes de la géométrie épipolaire pour en quelque sorte tracer un réseau en trois dimensions et créer des relations projectives entre la 2D et la 3D. Pour faire ceci, on utilise un principe qui est utilisé en topographie, qui est le principe de résection spatiale, c'est-à-dire qu'on va tenter de calculer des projections en 2D sur la 3D, et puis inversement, les projections de la 3D vers la 2D, pour valider si la reconstruction est certaine ou plus ou moins incertaine. Une fois ce réseau de points obtenu et les relations spatiales projectives entre la 2D et la 3D étant établies, on pourrait croire que le tour est joué et que la photogrammétrie s'arrête ici. Malheureusement non. Pourquoi? Puisque nous avons fait l'hypothèse que l'on pouvait travailler avec des intersections linéaires. Malheureusement, cela ne prenait pas en compte un phénomène inhérent à la photographie, qui est le fait que les images sont déformées. Donc par conséquent, si on trace un rayon, le phénomène de distorsion radiale, qui fait qu'une image est déformée, en général avec une déformation dite en barillet, et qu'on effectue le calcul de résection spatiale pour rechercher le point P et essayer de le retrouver sur une autre image, la déformation de cette image fait que on tombe sur une première incertitude. Et c'est ce que l'on appelle l'erreur de reprojection. Cette erreur de reprojection est fondamentale en photogrammétrie, puisque c'est elle qui prédétermine la qualité de la reconstruction. C'est une valeur qui est exprimée en pixels. Pour corriger ceci, un algorithme a été créé, c'est un algorithme que l'on appelle d'ajustement de faisceau et qui a en fait pour objectif de minimiser le résidu. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'on va essayer de faire des allers-retours petit à petit entre la 2D et la 3D pour reconnaître, pour détecter et reconnaître ces imperfections en utilisant les paramètres intrinsèques et extrinsèques. Nous allons maintenant voir ce que cela veut dire. Les paramètres intrinsèques et extrinsèques nous permettent de définir ce que l'on nomme le modèle géométrique d'une caméra. Les paramètres intrinsèques sont en fait reliés à tout ce qui est optique, donc les distorsions optiques. Et c'est à ce moment-là que l'on détermine ce que l'on appelle la calibration interne de la caméra. C'est le schéma que vous avez ici sur la gauche. Il y a ensuite les paramètres extrinsèques ou paramètres externes. Et ceux-là définissent la calibration externe de la caméra. Autrement dit,
simplement la position de la caméra dans un espace 3D, donc avec des coordonnées X, Y et en Z. Et puisque cela n'est pas suffisant pour en fait savoir où on regarde la caméra avec ce point de vue, on utilise d'autres coordonnées de rotation qui définissent un vecteur. Et c'est ceci qui définit l'orientation de l'image et donc les paramètres extrinsèques. Et c'est cet ensemble qui nous aide à définir le modèle géométrique de la caméra qui est utilisé pour les reconstructions en photogrammétrie. Ces premières étapes de la photogrammétrie nous permettent donc de définir les relations qu'il existe entre différents points de vue, le plan des images et leur représentation en 3 dimensions. Pour faire cela, il y a différentes étapes de la photogrammétrie que l'on vient de nommer en fait de manière implicite et que l'on va donc nommer. La première étape est ce que l'on appelle la mise en correspondance des images et qui se base sur la reconnaissance des points homologues. Nous avons ensuite ce que l'on appelle la calibration et l'orientation et qui est basée sur ce que l'on appelle l'aérotriangulation et l'ajustement des faisceaux que nous venons de voir juste avant. À partir de cette étape, nous avons fait une sorte d'équation tridimensionnelle mais qui est encore implicite et nous pouvons en extraire une représentation 3D dite éparse qui est en fait la spatialisation de ces points homologues en 3 dimensions. Et ensuite, il reste donc une dernière étape que l'on appelle Dense Image Matching ou Multistéréoscopic Dense Correlation et qui permet en fait de densifier. Donc nous avons en quelque sorte une équation complexe, nous connaissons le point de vue des caméras, leur orientation et nous avons une idée de l'intersection des points en 3D. Et nous savons exactement ou plus ou moins exactement comment l'image est déformée. Et grâce à ça, nous allons donc densifier et corréler les informations pour obtenir le nuage de points dense. Il est en fait très important de comprendre comment fonctionne la photogrammétrie, donc quels sont les principes que nous venons de voir, et en fait quelles sont les différentes étapes, puisqu'il faut savoir que bon, maintenant la photogrammétrie est devenue assez aisée à mettre en place avec des processus de traitement grandement automatisés, mais avant cela, il fallait que les protocoles d'acquisition répondent à ces 3 étapes. Donc il fallait des photos pour mettre en correspondance des images. Il fallait aussi prendre des photos pour obtenir une bonne calibration et une bonne orientation et aussi faire un bloc d'images qui sera utilisé uniquement pour la corrélation. Et donc cela a en quelque sorte prédéfini ce que l'on appelle les protocoles d'acquisition photogrammétrique. Et c'est la raison pour laquelle, pour la mise en correspondance des images, on préconise ce que l'on appelle un recouvrement qui doit être au minimum de 60%, c'est-à-dire que 2/3 d'une image doivent être vus sur une suivante. C'est aussi la raison pour laquelle, au niveau de la calibration interne, nous recommandons pour une acquisition photogrammétrique de faire un déplacement et une rotation de l'appareil. Donc seule la rotation ou le déplacement n'est pas suffisant pour avoir une bonne estimation en quelque sorte de la profondeur et des phénomènes de distorsion radiale. Et enfin, pour ce qui concerne la calibration externe et l'orientation, nous avons besoin de construire une sorte de réseau dense et homogène. Donc vous voyez ici un exemple très très simple avec un objet. Quel serait le protocole d'acquisition théorique optimal pour obtenir une bonne reconstruction en 3D? Il nous faudra ensuite un logiciel, ou en tout cas un algorithme, pour traiter les données. Il existe une multitude d'algorithmes et de logiciels, quelquefois open source ou commerciaux. Quoi qu'il en soit, il est important de noter qu'il n'existe aucune solution optimale. Chacune a un inconvénient ou des avantages. Ça dépend en fait de votre utilisation, de ce que vous voulez en faire, de votre niveau de photogrammétrie. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Et c'est le but de ce tutoriel, de savoir qu'est-ce qu'il se passe derrière le rideau des logiciels de photogrammétrie pour les utiliser à bon escient. Je vous laisse prendre connaissance si besoin de ce petit tableau qui n'est pas à jour. J'ai rajouté quelques informations en bas et vous pouvez avoir très rapidement avec un code couleur de rouge et de bleu savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans certains logiciels. C'est évidemment très personnel. Donc voilà, mais ça peut vous donner des informations sur quel type de logiciel vous voulez utiliser.
Voilà, il est juste important de savoir que peu importe le logiciel que vous allez utiliser et le nom des commandes ou le nom des boutons sur lesquels vous allez cliquer, quoi qu'il en soit, le processus de photogrammétrie impliquera ces fameuses trois étapes. Nous allons maintenant les détailler. La première étape est donc la mise en correspondance des images. Elle se base sur la reconnaissance d'un point d'intérêt et l'extraction de ce point d'intérêt. On a eu un petit rappel historique. Avant, les points étaient détectés de manière manuelle sur différentes images. Depuis les années 90, on utilise des algorithmes pour faire cela, notamment le plus connu est l'algorithme de SIFT, qui est utilisé dans la majorité des processus de photogrammétrie. Et pour faire la reconnaissance, comme on le voit ici, donc on a une première image dans laquelle on va détecter des points d'intérêt. Et ensuite, on va les matcher sur une deuxième image. Et à partir du moment où un point d'intérêt est reconnu sur deux images, il devient un point homologue. On l'appelle aussi tie point ou key point. Pour faire cette reconnaissance, il existe différentes approches. Donc, on peut soit guider la reconnaissance et dire au logiciel, tu vas mettre en correspondance cette image avec cette image, ou le faire de façon séquentielle, ou on peut le faire de façon non supervisée et rechercher toutes les possibilités dans un bloc d'images, même très complexe. Cela va prendre forcément beaucoup de temps, donc il faut savoir comment faire la recherche de points homologues et donc adapter son processus dès cette première étape. Une fois que l'on a fait cette étape de mise en correspondance des images, tout ce que nous avons, c'est en fait une liste de correspondance entre des images, et plus exactement entre des pixels de différentes images. Il suffit donc maintenant de les spatialiser. Pour les spatialiser, nous l'avons vu, nous allons faire appel à l'étape dite de calibration et d'orientation. Et à la fin de cette étape, on ne va pas forcément renommer tout ce qui se passe, on va déterminer la calibration interne, on va déterminer la calibration externe et faire une phase d'orientation globale pour en fait redéfinir et affiner les relations que l'on a trouvées au fur et à mesure de l'algorithme entre l'objet et l'espace et les relations spatiales entre les images. Et à partir de cette étape, nous allons créer un nuage de points éparses. Ce nuage de points éparses est en quelque sorte juste une esquisse ou un brouillon. Et nous allons donc devoir maintenant trouver une technique pour densifier. Donc il existe de nombreux algorithmes, c'est ce que l'on appelle le dense image matching. Il existe différentes possibilités, différentes méthodes. La plus commune est celle-ci, en tout cas c'est celle qui est utilisée dans Micmac, donc je vais vous expliquer celle-là. Ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner une image que l'on appelle maîtresse. Vu qu'on connaît les images voisines, ça va nous permettre de savoir avec quelle image on va pouvoir aller chercher de l'information en 3D. Donc on part d'un bloc d'images, on sélectionne une image maîtresse et on sélectionne certaines images voisines. Et ce qu'on va faire, c'est calculer une carte de profondeur. Et dans cette carte de profondeur, vous avez un exemple ici, on va en fait encoder un niveau de gris. En niveau de gris, on va encoder la profondeur. Et une fois qu'on va obtenir ça sur une image, on va passer sur une autre image maîtresse, etc., etc., pour obtenir de nombreuses cartes de profondeur qui vont ensuite être fusionnées les unes avec les autres et être représentées dans un nuage de points denses. Un nuage de points denses qui est donc une représentation spatiale en 3D et qui est composé donc des coordonnées X et Y et Z, mais aussi de la normale au point, c'est-à-dire l'orientation de ce point dans l'espace. Et évidemment, puisqu'on travaille avec de photographie, on va aussi en profiter pour récupérer l'information en couleur et ajouter les couches rouge, vert et bleu à ce point. Donc, peu importe la solution logicielle que vous allez utiliser, il y a des points très importants à prendre en compte sur le traitement des données. Premièrement, il convient de vérifier, éventuellement de modifier ou alors de créer les données EXIF, donc en fait les métadonnées qui sont intégrées aux images. Tout cela parce que la photogrammétrie ou les processus de photogrammétrie peuvent avoir besoin, ou en tout cas faire appel à ces informations initiales et peuvent en quelque sorte aider l'initialisation du calcul. Donc il est important de ne pas les négliger. Ensuite, pour la phase de mise en correspondance des images, il convient de définir ou de trouver la meilleure stratégie pour mettre en correspondance les images. Tout cela dans un souci d'économie des ressources pour éviter d'avoir trop de correspondances, des correspondances inutiles ou de calculer trop de points homologues, ce qui va alourdir de façon inutile le calcul.
En étape de calibration, ce qui est important à reconnaître, c'est le fameux résidu de calibration. Et l'objectif de ce calcul est donc de minimiser l'erreur de reprojection, qu'on appelle aussi le résidu. Et pour cela, il faut choisir la bonne méthode de calibration et essayer de trouver les blocs d'images qui vont être le plus intéressants pour obtenir la meilleure calibration possible. Ensuite, même si l'on travaille sur un gros jeu de données avec beaucoup d'images, on fera attention sur le nombre d'images que l'on va utiliser et quelles images on va utiliser. Il est parfois nécessaire d'enlever des images qui ont aidé sur une des étapes, mais qui seront en fait inutiles ou qui pourront affaiblir ou diminuer la qualité du résultat en phase de corrélation dense. Généralement, les logiciels de photogrammétrie ne se résument pas seulement à la génération de nuages de points. On peut avoir ce que l'on appelle d'autres options, des features. On peut avoir des outils pour visualiser les images, pour améliorer le contraste, pour visualiser les points homologues. On a aussi des outils interactifs pour faire des sélections sur les images, pour manipuler les nuages de points, pour saisir des points d'appui. On peut aussi travailler sur la génération d'orthophotos, qui est en fait une autre output de la photogrammétrie. On peut avoir des utilitaires d'ombrage, on peut générer des maillages, des modèles numériques de terrain, etc. N'hésitez pas à revoir et à revenir sur ce tutoriel. Il y en aura d'autres qui vont suivre et il y en aura aussi d'autres qui seront directement dédiés à des cas d'études spécifiques. Merci et à bientôt.